Alors, on aborde le cours sur les machines thermiques, qui va être un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'on a fait en thermodynamique. Alors, la modélisation de ces machines thermiques, on va commencer par ça. On a d'abord, voilà. Alors, il y a deux types de machines thermiques, les moteurs et les récepteurs. Alors, on va voir ça. Une machine thermique, donc c'est un dispositif qui s'articule autour d'un système thermodynamique fluide, afin en fait d'organiser à travers ce système sigma F des échanges d'énergie mécanique et thermique avec des systèmes extérieurs à sigma F. Alors je vous dis tout de suite, c'est tout ce qui était cycle de Joule, réversible, irréversible, le Stirling inversé, le cycle de Rankine, c'était des machines thermiques. Voilà, donc vous pouvez reconnaître un petit peu dans ces exercices ce que j'entends par échange thermique. Bon, ça je pense que vous voyez, les échanges d'énergie mécanique, c'est essentiellement l'énergie potentielle de pesanteur. Alors les moteurs, dans un moteur, donc le fluide sigma F, ce qu'on veut, c'est qu'il fournisse positivement du travail à un système mécanique extérieur, de sorte que le travail qu'il reçoit, lui, est négatif. D'accord ? Et ce, évidemment, en recevant positivement de l'énergie thermique. Évidemment, pas rien sans rien quand même. Voilà. Donc, on va transformer, entre guillemets, de la chaleur en travail. Alors, on verra que ce travail, en fait, c'était de l'énergie potentielle, pour bien qu'on comprenne qu'on consommait l'énergie sous forme thermique, on la transformait sous une autre forme. Je vous ai toujours mis ce travail sous forme d'une énergie potentielle pour bien voir qu'on gagnait quelque chose. Alors, vous avez parmi les moteurs, vous avez des moteurs ce qu'on appelle la combustion interne. Donc essentiellement les moteurs de véhicules, dites essence ou diesel. Donc vous avez un mélange air plus carburant. Le carburant donc brûle et en fait voilà, il y a un apport de chaleur à l'air qui est contenu dans le système, qui est contenu dans le piston cylindre, et de ce fait évidemment ça pousse sur le piston et ça fait avancer la voiture. D'accord ? Voilà. Ou des moteurs ce qu'on appelle la combustion externe. Alors les centrales thermiques. Alors évidemment, centrale nucléaire, il n'y a pas de combustion, mais enfin on peut dire que voilà, c'est quand même la combustion externe, puisque la combustion, c'est pas dans le fluide sigma F, d'accord. Le moteur de Stirling, donc on a vu un peu une version inversée. Voilà. Et dans la suite du cours, on n'envisagera que ce dernier cas. Donc les moteurs type ce qu'on appelle cycle de Otto ou cycle de Baud-de-Rochat, voilà, pour le moteur essence, ou les cycles diesel. Bon, vous pouvez trouver des choses là-dessus, mais c'est plus vraiment à l'heure du jour, ça tombe plus au concours. Bon, la raison est que les pressions montent quand même à des valeurs de plusieurs dizaines de bars, et traiter les gaz comme les gaz parfaits à ces pressions-là, c'est quand même un peu limite, même plus que. Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été un petit peu abandonné. Alors, à côté des moteurs, vous avez ce qu'on appelle les récepteurs. Donc ces récepteurs, ça se divise encore en deux catégories. Vous avez les machines frigorifiques et les pompes à chaleur. Alors toutes deux vont recevoir positivement du travail. En général, c'est du travail électrique. Donc c'est des électrons qui perdent de l'énergie potentielle en traversant le système. On verra comment il est fait. Pour organiser un transfert thermique d'un corps froid, donc à une température plus basse, qu'un corps chaud, température plus élevée, c'est-à-dire dans le sens inverse du sens naturel. Alors, dans une machine frigorifique, c'est bien ce qui se passe. Si vous commencez à démarrer votre réfrigérateur, mettons qu'il est atteint à l'intérieur une température de 10 degrés, à l'extérieur il fait 20 degrés, on va encore extraire de l'énergie interne de ce qui est à l'intérieur du réfrigérateur, des denrées qui sont conservées, de manière à encore faire baisser la température jusqu'à, mettons, 5 degrés. Voilà, donc il faut bien faire circuler la chaleur du corps froid, d'accord, du corps à basse température, vers le corps le plus chaud, qui est l'atmosphère extérieure au réfrigérateur. Voilà. Alors, dans une machine thermique, le fluide sigma F, qui est ici, subit toujours des transformations cycliques. On a vu ce que c'était, donc un système subit une transformation cyclique s'il revient dans son état initial. Donc évidemment, elle prend plusieurs étapes, bien sûr. C'est pas une transformation à une seule étape. Alors, les modèles qu'on a vus, les modèles essentiellement qui avaient des vertus, on va dire, pédagogiques, les modèles donc cylindre, piston, masse. Donc, les dispositifs d'études complets, alors le TD sur le moteur de Joule irréversible, le DM sur le moteur de Joule partiellement réversible, le DS9, on avait le récepteur donc à cycle de Stirling inversé, le DM sur le moteur de Rankine partiellement réversible. Donc le système thermodynamique fluide sigma F est contenu dans un cylindre fermé par un piston.
Voilà, pourquoi j'ai parlé de ça, hein, parce que ça va permettre, alors c'est intéressant parce qu'on va permettre de prédire en fait les états atteints au cours du cycle. Grâce essentiellement au premier principe, voilà, delta U égale W plus Q, on peut prévoir ce qui... Voilà. Donc on peut par exemple prédire qu'il y aura une production de froid, hein, avec un delta U égale W avec W négatif. On peut aussi comprendre que, voilà, sous quelle forme l'énergie mécanique peut être produite. Hein, et je vous l'ai mis, c'était sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, donc c'est bien clair. Hein. Souvent, quand on va parler de moteur, de thermodynamique, on va un petit peu... bon, ces aspects-là ne seront pas vraiment évoqués. Hein. Donc, et le dispositif lui-même sera souvent pas toujours forcément très clairement posé. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait des exemples où au moins on voyait bien comment ça marchait. D'accord. Même si ce n'était pas vraiment des choses qu'on pouvait produire industriellement et utiliser. Mais enfin, on voit bien les principes physiques qui sont à l'œuvre. Alors, les transfos, donc là-dedans, ils sont bien cycliques. Hein. Alors, ce sont pour certains modélisations de moteurs à vapeur historiques, hein, le cycle de Rankine par exemple, etc. Voilà. Hein. Et puis comment s'appelle, le cycle de Joule. Alors, le cycle de Joule, il existe, hein, c'est des cycles à gaz. Mais enfin, ça ressemble à un cycle de Rankine. Et c'est pour vous montrer que pour faire un moteur, on n'a pas besoin d'un changement d'état. Hein. Ça peut être intéressant d'en avoir un, mais on n'a pas besoin. Hein. Voilà, donc ces systèmes étaient destinés à faire comprendre sur quels principes fonctionnent les systèmes basés donc... alors, pardon, j'ai changé de phrase. Bon, alors tout ça, donc, bon, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Les vrais systèmes, on va dire, à l'heure actuelle, qui permettent de produire de l'énergie, etc., en convertissant de la chaleur, comme on veut des puissances gigantesques, notamment dans les centrales thermiques, centrales nucléaires, des systèmes piston-cylindre, ce sera plus possible, d'accord. Donc on va en fait avoir des fluides en écoulement, d'accord. Alors ces systèmes en écoulement, on ne peut pas en fait prévoir les états, les différents états qui vont être atteints autour de l'écoulement. Hein, ce serait beaucoup trop compliqué, et je pense même que c'est pas possible. Voilà, donc en fait on va vous dire, voilà, on passe de tel état à tel état B, on va vous donner les états, vous n'allez plus les prédire. Hein. Mais voilà, bon, alors on peut presque faire l'exercice un peu sans rien comprendre. Enfin, c'est un peu compliqué de faire l'exercice sans rien comprendre, mais on risque de pas y arriver. Mais voilà, mais en fait, pourquoi on fait ces écoulements? C'est pour reproduire en fait les cycles que je vous ai montrés. D'accord. Donc il faudra bien comprendre que tout se passe comme si, quelque part, on posait une masse, on comprimait, on récupérait de l'énergie par détente d'un gaz qui remonterait une masse. Enfin voilà. Faut faire des analogies qui permettent quand même de voir un petit peu voilà, comment ça marche, quel est le principe qui est sous-jacent. Hein. Alors c'est intéressant parce qu'on étudie des systèmes réels, hein, mais bon, souvent tout n'est pas précisé, et si on voulait comprendre toute la physique qui est dedans, ça serait peut-être un petit peu compliqué. Hein. Voilà, donc on peut se ramener avec mes systèmes piston-cylindre, vous pouvez vous ramener à des choses un peu simples. Hein. Alors, si j'applique au moteur de ce modèle, pour l'instant on est sur les moteurs du modèle piston-cylindre masse. Hein. Si j'applique le premier principe au système, alors sigma F, union piston, union masse si elles sont présentes sur le piston, donc c'est tout ce qu'on a fait hein, dans les TD, DM, etc., TS. Donc le delta U de sigma F sur le cycle ABCDA, c'est UF en A moins UF en A. Alors ça fait UF, alors j'ai fait en fait cette transformation, hein. Ça c'est le delta U sur la transformation AB, plus le delta U sur la transformation BC, transformation CD et transformation DA. D'accord. Alors vous voyez bien que les UD s'en vont, les UC s'en vont, les UB s'en vont, et il ne reste plus bien que UA moins UA. D'accord. Voilà, alors si on simplement au moteur, hein, parce que alors, si on prend ce qui était dans le DS9, on a en fait des transferts de chaleur à chaque étape. Hein. Alors ça ferait à peu près la même chose, hein, mais bon, là simplement j'ai pas mis de transfert de chaleur à l'étape AB, alors qu'il y en a une dans le Stirling inversé. Voilà, alors si on prend les moteurs, hein, bon, on pose la masse, d'accord, sur le piston, pof, donc, et ça c'est adiabatique. Ensuite on chauffe sigma F. D'accord, donc la masse monte et le sigma F reçoit de la chaleur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Soit on enlève, alors adiabatiquement, donc soit on enlève toute la masse d'un seul coup et le système, donc le piston remonte, soit on enlève la masse progressivement. Hein. Bon, j'ai mis entre parenthèses selon que c'était le cas réversible ou irréversible. Hein, et la masse joue un rôle ou joue pas de rôle, d'accord. Voilà. Et puis ensuite, il reste la transformation donc DA,
hein. Voilà, donc là, on refroidit essentiellement le système avec un travail où il n'y a plus de masse ici, donc j'ai enlevé le petit m. D'accord? Alors, on va poser W, la somme des travaux des forces impliquées dans les étapes successives de la transformation cyclique ABCDA. Hein. Alors, c'est aussi, on va dire indirectement, hein, le travail reçu par sigma F, donc via le piston, hein, au cours du cycle. Si vous écrivez donc les delta U ici à chaque fois, le delta U, alors normalement c'est le delta U bon, de sigma F union, etc. Hein, union piston, union masse, et à chaque fois le delta U de sigma F union piston, union masse, c'est que le delta U de sigma F. Hein. C'est pour ça que tout se passe comme si ces travaux qui sont là, hein, c'était effectivement les travaux reçus par le fluide. Hein, d'accord, enfin, en tout cas, formellement, ça fait delta U du fluide égale W plus Q. Donc ce W, voilà, c'est effectivement le travail reçu par le fluide. Hein. Alors ici, donc via le piston, voilà, donc ici j'ai tout ressommé, tous ces travaux, j'ai laissé tomber les transferts de chaleur. Ce qu'on avait vu, hein, c'est on pouvait séparer ce travail, il y avait deux forces essentiellement qui étaient à l'œuvre, hein. Le travail de la force de pression atmosphérique et le travail donc du poids des masses. Hein. Le travail de la force de pression atmosphérique, comme vous l'avez tous montré, il est nul, d'accord? Donc, et par définition, hein, le travail, c'est moins la variation d'énergie potentielle, d'accord? Donc si je fais moins W, c'est la variation d'énergie potentielle de pesanteur des masses. D'accord? Alors, j'attire votre attention sur le fait suivant. Dans la transformation AB, cette variation d'énergie potentielle, elle est négative. La masse, elle descend. D'accord? Alors, quand il y a un gaz, elle descend pas mal. Hein, et quand on met un liquide, elle descend pas ou très peu. Hein, c'est tout l'intérêt d'avoir des changements d'état. C'est-à-dire que cette étape qui est, comme je l'ai noté, contre-productive, parce que je suis en train de perdre de l'énergie potentielle. Hein. Dans un moteur, il y a toujours une étape, pour ça que je le souligne ici, quel que soit dans une centrale nucléaire ou ailleurs, vous aurez toujours une étape où en fait il faut fournir de l'énergie mécanique avant de pouvoir en récupérer. Beaucoup plus évidemment, mais voilà, d'accord? Donc cette étape contre-productive, elle est moins contre-productive quand vous avez des changements d'état que quand vous n'en avez pas. Hein, c'est tout l'intérêt des changements d'état. Et ensuite, dans l'étape BC ou l'étape BCD, là, on récupère, je dirais, de l'énergie potentielle. Et donc, c'est l'étape où, avec un S, hein, c'est le temps moteur. Parce que c'est là qu'on récupère de l'énergie potentielle sur le cycle. Hein, d'accord? Voilà. Donc, dans un moteur, ce que je vois, c'est que ce moins W, hein, c'est l'énergie on dit souvent c'est l'énergie mécanique gagnée algébriquement par le système mécanique extérieur, donc A sigma F au cours d'un cycle. Là, j'ai montré que je l'ai mis sous sa forme d'énergie potentielle. Donc, ça, l'idée... Hein, donc je l'ai encadré parce que je vous le montre dans ce cas-là. Mais en fait, on va admettre que c'est tout le temps vrai. Hein. Voilà. Mais c'est jamais évident. On me dit toujours dans les bouquins, bon, moins W, c'est l'énergie reçue par le système extérieur. C'est pas du tout évident. W, c'est avant tout le travail des forces qui s'exercent sur des systèmes en contact avec le fluide, voire sur le fluide lui-même, comme on le verra. Bon, c'est pas en mettant un signe moins qu'on démontre que c'est l'énergie mécanique récupérée par l'extérieur. Hein. Donc là, ça se démontre, ça c'est facile. Ça doit normalement tout le temps se démontrer, mais bon, c'est pas si simple quand même. Alors, pour un récepteur, donc pour le récepteur par exemple, du DS9, hein, on peut le delta U du sigma F, on peut refaire la même chose qui est là-haut. Il faut simplement ajouter des transferts de chaleur à chaque étape, puisque à chaque étape, en fait, il n'y a aucune étape qui est adiabatique. Bon, mais si je m'occupe que du travail, d'accord? Alors là, je vais plutôt l'écrire comme ça pour un récepteur. Dans un moteur, donc le W, on a vu qu'il était négatif. Hein, donc dans un moteur, le moins W, hein, il est positif. Donc c'est pour ça que ça, voilà, plus clair. D'accord? Pour un récepteur, le W, donc, je vais plutôt l'écrire comme ça pour un récepteur. W, c'est moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur, c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur l'énergie électrique. C'est l'énergie potentielle de pesanteur perdue. Moins delta de quelque chose. Hein, c'est ce qui est perdu par le quelque chose. Donc, ici, c'est l'énergie potentielle de pesanteur perdue par les masses. D'accord? Pour réaliser le transfert thermique voulu. Alors, on se doute bien que si on veut réaliser le transfert thermique en question, du corps froid vers le corps chaud, il va quand même falloir le payer un petit peu. Et donc, c'est en apportant de l'énergie, c'est en perdant, hein, c'est en dépensant de l'énergie potentielle. D'accord? Alors, bien sûr, ça, dans la réalité, ça se fait aussi bien dans un cas que dans l'autre. C'est souvent sous forme électrique. Hein, c'est-à-dire qu'un réfrigérateur, il est alimenté électriquement. Ça veut dire que les électrons vont perdre de l'énergie potentielle pour justement pouvoir organiser le transfert thermique du corps froid vers le corps chaud.
hein. Et bien souvent, un moteur, enfin en tout cas dans une centrale nucléaire, hein, va produire en fait de l'énergie potentielle électrique, hein, céder de l'énergie potentielle à des électrons, hein, pour les faire circuler, etc., et qu'ils apportent cette énergie à l'utilisateur final. Voilà, donc, alors, on va tout de suite décrire donc, un dispositif avec un fluide en écoulement. Hein. Voilà, donc là, on donnera à la fin du chapitre la manière d'étudier vraiment ces systèmes. Hein. Donc, dispositif avec un fluide en écoulement, voilà, donc là, c'est le schéma simplifié d'une centrale donc, nucléaire. Hein. Voilà, donc vous avez ici la circulation du fluide. Hein. Alors qu'est-ce que je vous mets? Voilà, la plupart des machines thermiques donc, mettent en jeu un écoulement en régime permanent. Hein. On verra vraiment ce que signifie le mot régime permanent un petit peu plus tard. Bon, alors, c'est-à-dire qu'on peut isoler par la pensée une portion du fluide, hein, en écoulement associé au système sigma F. Voilà, donc là je suis dans l'état A par exemple. Voilà, alors je peux considérer par exemple qu'à un instant T, je considère le fluide qui est ici, d'accord, qui est entre ces deux plans, hein, que je mets, et ce fluide je vais le suivre au cours du temps. D'accord. Et ce fluide, je vais le suivre au cours du temps. Alors, supposons qu'il ne se dilue pas, hein, bon, entre guillemets. Voilà, suppose qu'il peut toujours le délimiter entre deux plans, bon, ce qui est peut-être un petit peu juste. Voilà. Et on voit évidemment qu'il va revenir dans cet état-là, il va revenir au voisinage ici du point A. Donc, il va effectivement subir une transformation cyclique. Hein, d'accord. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, donc, voilà, on ne peut pas prédire ce qui va se passer s'il y a une pompe qui agit. Voilà. Quel va être l'état du fluide exactement à la sortie de la pompe en fonction des... Voilà, ça, on est forcé de vous le donner. Hein. Donc ici, regardons ce qui se passe. Là, donc, on part avec un liquide saturant. Hein. Alors, c'est le cycle de Rankine. Hein. Vous n'avez qu'à vous caler sur le DM, hein, puisque j'ai pris les valeurs, hein, pour caler avec une centrale nucléaire. Voilà, donc ici, j'ai un liquide saturant à 0,1 bar à 45 degrés. D'accord. On le passe par une pompe. Alors là, on ne pose pas des masses, hein, d'accord. Voilà. Et on l'amène donc à l'état B. D'accord. Donc à l'état B, on le monte en fait à 25 bars. Hein. Alors moi, j'avais mis 26, hein, parce que j'avais la table avec 26. Et on est à peu près donc à 45 degrés. Hein. Une petite variation de température. Bon, dans notre modélisation très simple, on l'avait négligé. Alors, on arrive à l'état B. Hein. Ensuite, on va ici avoir l'échange de chaleur, un gros échangeur. D'accord. Donc... ce liquide ici qui arrive à 25 bars 45 degrés, il va ressortir donc sous forme de vapeur à la même pression, hein, mais à 270 degrés. Alors je vous expliquerai, on verra ce 270. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un échangeur de chaleur, d'accord. Donc là, bon, échangeur de chaleur avec quoi? Qu'est-ce qui va jouer le rôle de ce que j'avais appelé de la source chaude, hein, le thermostat? C'est en fait tout le réacteur. Hein. Voilà, donc ici, vous avez le réacteur, bon, les barres d'uranium, qui sont marquées en rouge, bon, les barres de contrôle qui ne jouent pas de rôle dans notre affaire. Et puis ici, donc, vous avez ce qu'on appelle un circuit primaire, hein, voilà, qui circule, où il y a de l'eau qui circule entre les barreaux d'uranium, qui sont en fission. Hein. Donc là, on est sur de l'eau qui est à 155 bars et 340 degrés. Voilà. Et donc, on fait cet échange de chaleur donc, entre ce fluide, hein, ici, donc, qui est dans cet état-là. Hein. Bon, c'est ce qui doit son nom, enfin, plutôt la centrale nucléaire doivent leur nom à ce système-là, parce que c'est des réacteurs, ce qu'on appelle à eau pressurisée. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, donc, cette eau donc, à 340 degrés C, mais qui est bien sous forme liquide, va venir chauffer de l'eau à une pression bien inférieure, hein, voilà, et la transformer en vapeur à 270 degrés. Voilà. Voilà, donc ici, on a ce qu'on appelle un circuit primaire, et là, le cycle qui nous intéresse, nous, c'est le circuit secondaire. Je dirais tout ce qui appartient au réacteur, au circuit primaire, pour nous, c'est une source chaude, hein, quelque part. On va l'assimiler à un thermostat, hein, même si c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin bon, en gros, on va l'assimiler à un thermostat. Ensuite, donc, on est à l'état C. Hein, voilà, donc là, pour l'instant, on n'a pas récupéré d'énergie. Hein. C'est vrai que dans notre système piston-cylindre, on avait déjà monté de la masse. Bon, là, on n'a rien récupéré du tout. C'est une petite différence quand même entre le système piston-cylindre et le système fusion d'écoulement. Et ici, donc, on va passer à travers donc, des turbines.
Hein. Donc des turbines, vous voyez un peu ce que c'est des pales. Hein. Bon, vous regarderez ça. Bon, j'avais peut-être un schéma, mais je l'ai plus sous la main. Hein. Voilà, donc voilà, c'est des pales. Et donc l'eau pousse, je dirais, sur ces pales, est en écoulement, ça pousse là-dessus, d'accord. Et ça entraîne donc un alternateur, voilà, qui est relié à un réseau EDF, etc. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on puise de l'énergie interne, hein, dans cette vapeur à 270 degrés et qu'on va la transformer en énergie potentielle électrique, hein, via la turbine et l'alternateur, d'accord. Voilà, et ensuite, donc cette eau nous ressort à l'état D, donc à l'état de vapeur saturante à 0,1 bar 45 degrés, d'accord. Et voilà, et donc il faut la remettre sous forme de liquide saturant, ok. Hein. Donc ça, c'est le rôle donc du condenseur. Hein. Donc on injecte, voyez, de l'eau à 20 degrés. Hein. Voilà, alors moi je vous avais mis de l'eau à 45 moins epsilon. Bon, là c'est plutôt donc de l'eau à 20 degrés, bon, qui vient ce qu'on appelle une source froide, hein, d'accord. Voilà. Donc fleuve ou mer, on injecte tout ça là-dedans. Voilà, évidemment, à pression constante, hein, y a un transfert de chaleur qui va s'effectuer. Hein. De 45 vers 20, il y a forcément un transfert de chaleur du plus chaud vers le plus froid, d'accord. Et ce transfert de chaleur à pression constante, hein, va en fait simplement induire un changement d'état. Hein. On va passer d'une vapeur saturante à un liquide saturant. Voilà, d'accord. Voilà, et on revient donc à l'état A. Donc on a bien une transformation cyclique. Hein. En tout cas, tout se passe comme si on avait vraiment une transformation cyclique en isolant par la pensée un morceau du fluide. Voilà, donc un petit peu tous les systèmes auxquels on peut avoir affaire. Hein. Voilà, exemple de moteur thermique donc mis en jeu dans une centrale thermique, centrale nucléaire. Voilà, comme je vous le dis, donc ces états ABC, on va vous les donner. Hein. Donc vous n'aurez plus à les prédire, vous n'aurez plus à appliquer le premier principe pour les prédire. Alors, voilà, donc ça va quand même, à la fois c'est plus compliqué comme dispositif, mais à la fois la résolution qu'on va vous demander, elle est beaucoup plus simple. Hein. Voilà, ces états, donc, ils sont obtenus plus ou moins empiriquement. Hein. On fait des expériences, on met tous ces composants les uns au bout des autres, on fait fonctionner, on voit quel état on arrive. Évidemment, le but étant d'optimiser le rendement. Donc, la personne qui conçoit ça, elle est déjà un petit peu dans l'idée de savoir où est-ce qu'avec cette pompe, à quel point on veut aller, etc. Parce qu'en fonction de le point qu'on atteint, on peut prévoir le rendement. Voilà, cycle de Rankine. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je vous ai peut-être pas laissé beaucoup de place. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bon. Voilà. Si je fais ça comme ça, pression. Hein. Alors, je vais vous faire celui du... je l'avais fait en vert. Hein. Voilà, là, on a la courbe de saturation. D'accord. Là, on va avoir quelques isothermes. Hein. Donc, on a l'isotherme. Voilà, à 45 degrés. Ici, on a 0,1 bar. Hein. Ici, on va avoir, j'ai mis 25 bars. Hein. Voilà. Ici, on a le 25 bars. Et là, on est à peu près à 220 degrés. Hein. Voilà, on est à 220 degrés. L'isotherme est à 220 degrés. Et nous, on arrive à l'état C, qui est à 270 degrés C. Voilà. Donc ici, on est à l'état A. Là, on est à l'état B. Là, on est à l'état C. Hein, voilà. Et là, on va voir l'état D, en fait, il va être à peu près ici. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Voilà. Hein. Donc, notre cycle, voilà. Hein. Donc là, en fait, donc on va passer... Alors, c'est pas une transformation qui est quasi statique. Hein. Voilà. Donc, on va de B à C ici. Hein. Donc, ça, c'est l'échange de chaleur avec le circuit primaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, alors, ça, c'est le cycle de Rankine, on va dire... Voilà, s'il n'y avait pas, alors c'est pas comme ça que ça se passe, il y a des systèmes de récupération, mais en gros, on aurait quelque chose comme ça que j'ai pas voulu vous traiter dans le DM. Hein. On a en fait une détente d'abord purement gaz, voilà, et ensuite un changement d'état. D'accord. Alors moi, je vous ai traité ou le tout gaz ou le tout changement d'état, on va dire. Hein. Voilà, où je voulais traiter à partir de là, où je voulais traiter bien plus loin pour qu'on arrive, que le point D soit ici. D'accord, voilà. Dans la réalité, c'est ça qui se passe, hein, avec, bon, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il y a deux turbines qui ont été représentées sur le schéma qui est au-dessus. Alors, bon, les détails, vous pourrez les voir, hein, mais ça, bon, on ne va pas parler de ça dans le cours. Hein. Il y a ce qu'on appelle une turbine haute pression, il y a une turbine basse pression. Voilà, il y a une partie de la vapeur ici qui est réchauffée, hein, qui peut être rechauffée, etc. Voilà.
Bon, donc là, il y a un petit peu une certaine complexité pour augmenter le rendement. Hein. Voilà, d'accord. Enfin, essentiellement, voilà, on a ce cycle de Rankine, hein, voilà, qu'on avait vu. Je voulais un petit peu simplifier pour qu'on puisse quand même pas se perdre en calcul, voilà. Et donc tout ça, toutes ces subtilités peuvent faire l'objet d'un problème voilà, sur une centrale nucléaire. Non. Alors, ici, donc, comme ci-dessus, hein, W, c'est le travail reçu en fait directement par sigma F autour du cycle. Je rappelle, sigma F, c'est un bout de fluide. Hein. Donc ce W ici, là, c'est plus compliqué à comprendre. Hein. Alors au cours du cycle, il y a deux échanges de travaux essentiellement. Il y a le travail des pales du compresseur, hein, voilà, qui va. Alors ça, bon, oui, voilà, le compresseur il pousse sur le fluide, hein, d'accord. Donc là, vous avez un travail positif, d'accord. Donc ça, c'est la partie un peu contre-productive. C'est-à-dire que là, il faut que je l'alimente électriquement ce compresseur, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas un moteur. Là, c'est plutôt l'inverse, hein, d'accord. Voilà. Et puis, donc, là, et puis il y a la turbine. Alors là, par contre, c'est le fluide qui pousse sur les pales de la turbine, qui entraîne elle-même un alternateur, d'accord. Donc là, c'est vraiment l'étape motrice, le temps moteur, hein, d'accord. Alors, il faut bien voir que le W, dans un moteur, il va toujours intégrer ces deux aspects. Hein. Il y a un aspect proprement temps moteur, mais il y a toujours un aspect qui est, je ne sais pas comment l'appeler, le temps antimoteur ou le temps contre-productif. Hein. Alors, on voit effectivement que ce qu'on récupère, hein, ce qu'on va récupérer, ce qui est produit, si vous voulez, par la turbine et qui est transformé en électricité par l'alternateur, il y a une partie de cette énergie qu'on va rebrancher, si vous voulez, sur le compresseur. D'accord ? Hein. Donc il y a une partie la partie turbine. Ce qu'on va récupérer au niveau de la turbine, c'est pas intégralement récupéré à l'extérieur de la centrale, puisqu'on a une partie qui est auto-utilisée, si je veux dire, par la centrale, d'accord, hein, voilà. Et ça, comme dans tous les moteurs électriques, il y a toujours une part qui est consommée. Hein, du travail produit, il y a une part qui est consommée. Voilà. Donc c'est le W vraiment cycle, ou le moins... Alors, c'est vraiment le W cycle qu'il faut considérer, hein, et le moins W cycle, on va admettre... Hein, bon, j'ai fait la démonstration, mais je ne vais pas vous la céder, hein, que c'est bien l'énergie mécanique gagnée algébriquement, hein, par le système mécanique extérieur à sigma F au cours du cycle. D'accord ? Donc là, dans ce type de problème, vous ne vous posez pas trop de questions. Le moins W, vous savez que c'est forcément l'énergie qui sera récupérée à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est l'énergie. On peut montrer que c'est l'énergie potentielle récupérée par les électrons qui traversent l'alternateur. Parce que bon, voilà, c'est sous cette forme-là qu'on récupère cette énergie. D'accord ? Voilà. Hein, donc système piston-cylindre, système en écoulement. Pour les récepteurs, hein, les récepteurs, donc je vous ai mis un DS, un système piston-cylindre. Là, je dirais que c'est purement pédagogique parce que les machines thermiques, elles n'ont jamais fonctionné avec des systèmes piston-cylindre. Enfin, en tout cas, peut-être dans des laboratoires, mais jamais industriellement. Voilà. Alors, bon, comme on va déjà commencer un petit peu à rentrer dans la théorie avec... Donc ça en tête, d'accord. On verra un exemple de récepteur plus loin avec un écoulement. Et on verra que la théorie qu'on va faire, qu'on a fait un petit peu dans le cadre d'un moteur, on va voir en fait qu'elle s'applique à un récepteur. Voilà, je préfère le faire comme ça. Voilà. Donc pour un moteur thermique, le cycle est toujours parcouru dans le sens horaire, d'accord. Alors vous regarderez tous les DM et les DS qu'on a fait là-dessus. Enfin, le DS n'était pas un moteur. Hein. Voilà, c'est parcouru donc voilà, dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Donc ça, c'est un critère qu'il faut connaître. Voilà, inverse du sens trigo. Bon, on va passer aux modélisations dans une vidéo suivante.